Bonjour tout le monde, c'est Valil. Alors aujourd'hui, je vais essayer de tourner en fragments, quelques-uns en tout cas, j'espère, de la série que je décale d'un mois, que je fais pour au final un vlog d'octobre, c'est-à-dire quelque chose de plus personnel, moins structuré. Il y a des thématiques à l'intérieur, mais c'est pas juste thématique. Voilà, ça va être un peu plus parlé, un peu plus papoté, comme on dit, et il va y avoir des renvois. À l'intérieur de la vidéo, vous allez voir, malheureusement, j'arrive pas à l'écrire, j'arrive pas à travailler comme ça. J'ai voulu essayer pour me forcer un petit peu et pour me dire que peut-être ce serait plus simple à suivre, mais je n'arrive pas. Donc sachez-le, vous serez prévenus. Il y a des choses qui vont annoncer, des exemples qui vont suivre, ça va se répondre quoi, mais j'espère que ce sera pas trop ennuyeux, c'est que quelque part tout est imbriqué. Je pense que c'est aussi pour ça que j'arrivais pas à faire la vidéo avant, c'est que dans ma tête tout est imbriqué, et donc j'arrive pas à séparer les objets, les thématiques, enfin à les décortiquer quoi, pour en parler. Donc j'ai essayé de faire une micro-trame, c'est-à-dire d'essayer d'attraper en tout cas quelques fils pour traverser les différents objets ou les différentes thématiques que j'avais envie d'aborder, mais je suis pas certaine de leur pertinence, je suis pas certaine que je vais y arriver. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, si j'ai allumé ma caméra pour le faire, c'est pour essayer. Et on verra bien ce que ça donne au final. On verra si je peux changer les fragments de place par la suite, au pire, pour corriger ça. Donc on va se lancer. On va se lancer. Donc effectivement, cette vidéo, je lui ai donné, enfin je pense en tout cas lui donner deux thèmes, deux titres qui seront l'automne, puisqu'on est en plein dedans, on a passé l'équinoxe, et puis le deuil. À titre personnel, du coup, je vous donne cette information supplémentaire qui est quelque part, je rattrape le vlog que j'avais prévu de faire en septembre et que je n'ai pas pu faire. Comme j'avais dit, en fait, il y avait trop de choses, donc j'ai dû couper en bout. Et au final, le temps a avancé et j'ai pas du tout pu tourner cette vidéo au moment où j'en ai eu un peu des fragments d'idées, parce que c'était pas terminé, mais j'avais eu des fragments d'idées, et en fait, j'ai eu des notes, alors c'était pas un post-it cette fois-ci, c'était un coin de carnet, mais j'avais quelques notes que j'avais réussi à prendre dans un coin pour ne pas oublier, mais j'ai pas eu en fait la possibilité matérielle, physique, émotionnelle et ouais, cognitive pour le faire. Donc en fait le temps a filé, et là vous allez avoir un rapport de quelques éléments que j'aurais voulu vous expliquer en septembre, plus vous allez avoir le regard a posteriori sur ce qui s'est passé en septembre. Parce que je suis plus la personne que j'étais quand je l'ai écrite. Enfin, encore une fois, quand j'ai pris des notes, j'ai pas rédigé une vidéo, j'ai pas préécrit une vidéo, j'avais juste pris quelques notes, et j'ai déjà avancé par rapport à ça. Je me rappelle pas forcément ce que voulaient dire toutes ces notes. Il y avait des idées qui auraient valu même des vidéos à part entière, j'aurais trouvé ça super intéressant, et je ne sais plus du tout ce que je voulais mettre dedans. Voilà, donc là, je vais commencer par comment je me sens aujourd'hui, comment j'ai traversé différents états. Forcément, on va bien évidemment parler de ma maladie, du coup, pas en détail, mais de ce que ça a affecté dans ce que je voulais vous... C'est quoi le français pour ça? Le rôle de ma maladie dans... J'ai perdu la phrase, mais j'ai entendu que c'était pas correct. En tout cas, dans l'impact sur différentes choses que je voulais vous rapporter. Et puis, ensuite, aborder, j'espère, quelques thématiques un tout petit peu plus précises. Mais à mon avis, si j'ai l'esprit aussi confus, comme dit, je vais couper en bout, donc à l'heure où je termine cette petite introduction, je ne sais pas s'il y aura une seule vidéo automne et deuil tous ensemble, s'il y aura deux vidéos avec le même titre, s'il y aura une vidéo que je vais extraire et que je vais dédier avec une thématique, je ne sais pas. Voilà, donc je vous embarque avec moi dans la surprise, et puis on se retrouve juste après ça. Alors, le petit 1 est un mélange de comment je me sens actuellement et de ce que j'avais prévu qui se passerait en septembre et qui est effectivement arrivé. C'est-à-dire que j'avais une santé qui avait fait une espèce de petit bond, donc j'avais envie de faire plein de choses, j'avais plein d'idées. J'avais obtenu un nouveau jeu qui m'emballait particulièrement à ce moment-là. J'avais enfin reçu ce livre qui a eu un énorme délai de retard. Et du coup, j'étais portée par plein de choses, plein de flux différents, plein d'envies différentes. Mais je savais que j'allais avoir un temps émotionnel et santé limité en septembre. Et je me doutais que je pourrais pas tout faire. Donc dans mes notes que j'ai retrouvées sur mon petit papier là...
j'en trouve la trace, c'est que j'annonçais je vais vous faire un premier vlog sur ce livre, le deuil, etc. Mais je pense que je pourrais vous faire la fin que le mois prochain ou je sais pas quand. Et je prévoyais, j'ai écrit en toutes lettres que je me disais que j'allais probablement plus avoir les cuillères dans quelques jours / semaines, parce qu'il y avait un événement très important dans ma vie privée dont je parlerai pas, mais qui était effectivement une confrontation à du deuil, et je me doutais, en raison de comment fonctionnent mes émotions, et surtout en raison de comment fonctionne ma maladie, qui ne supporte pas les émotions fortes. C'est particulier, il y en a d'autres, j'imagine, qui fonctionnent comme ça, mais dans, en tout cas, toute une catégorie de maladies, dont les maladies passe-virales, en fait, faudrait un peu être un moine zen, quoi. Faudrait être un bonze, tibétain ou quoi, c'est-à-dire être tout le temps dans une espèce de flatline, être toujours dans cette merveilleuse neutralité sereine, voilà. Ni des grands bons tristes, ni des grandes joies, des grands bons de joie. Il faudrait être un peu plat comme ça. Avec certaines maladies, c'est le cas, parce qu'en fait, tous les dérapages en dehors d'une espèce de zone de neutralité, alors font des dominos de symptômes, et c'est un peu catastrophique. Selon les proportions que ça prend, parfois c'est juste emmerdant mais pas catastrophique, et parfois, oui, ça prend des proportions importantes. Donc je me doutais que ça allait être compliqué. Et ça a été le cas, et donc j'ai retrouvé juste mes envies là, dont je voulais vous parler, les projets que j'avais pas forcément rédigés, mais qui sont pour moi dans ma vie perso, ce que je voulais faire, et qui est tombé à l'eau. Donc là je suis déjà en train de faire une intro d'intro, et de partir sur les côtés. Alors, comment ça s'est passé au mois d'octobre? Et du coup, c'était un peu aussi comment ça s'est passé au mois de septembre pour moi. J'ai eu des difficultés, voilà, c'était pas simple. Ni pour des choses intellectuelles, ni pour des créations, ni pour créer à tout niveau, en vidéo, en écrit, en photo, en dessin, tout ce qu'on veut. La création non plus. Mais également tout ce qui était apprentissage personnel et gestion de l'information. J'ai dû, par exemple, arrêter de lire tout un tas de trucs sur certains sujets parce que c'était trop dur et que c'était trop compliqué, que j'arrivais pas à trier les informations et j'arrivais pas à trier l'émotionnel. Par exemple, ce qui se passe au Proche-Orient, pour moi, c'est Proche-Orient, je crois qu'on dit. En tout cas, dans la zone Liban, Israël, Gaza, tout ça, c'est terrible. J'ai dû mettre ça dans un coin parce que je comprenais rien, et émotionnellement, c'était ingérable. Par exemple, s'il faut être honnête un peu sur nos difficultés, il y a celle-là. C'est vraiment juste un exemple, mais c'est pas plus mauvais qu'un autre, et même sans donner de partisans ou de choses comme ça, il y a des thématiques parfois d'actualité, de choses compliquées qui peuvent réveiller les angoisses, ou là, dans mon cas, en fait, je me heurte parfois à des thématiques qui cognitivement, je ne peux pas gérer, parce qu'en fait, il faut chercher une quantité d'informations très importante. En fait, il faut un point de vue, 2 points de vue, 3 points de vue, il faut recouper. Souvent aussi, je cherche des sources dans des langues étrangères, et donc c'est encore plus dur. Et puis vérifier la fiabilité des ressources, quand c'est des questions scientifiques, pas scientifiques, historiennes, etc. Et ensuite se faire un propre avis par rapport à ce qu'on lit, c'est ultra dense, ça prend du temps et de l'énergie, tout le monde l'a pas déjà de base. Et même quand on l'aurait éventuellement, ou quand on aurait la santé pour le faire, parfois au niveau intellectuel, c'est compliqué, quoi. Donc là, ça fait un moment que je le sais, j'en ai pas forcément trop parlé dans les détails comme ça. Mais il y a des sujets, si je veux vraiment les approcher de façon que je trouve plus correcte et plus profonde, je ne peux pas. En fait, je me heurte à... Je retiens pas ce que je lis, oui, il faut recouper. Je vous dis trop d'informations, des langues, etc. Et j'arrive pas. Au niveau santé, j'ai pas le corps pour, mon cerveau peut pas. Et donc, malheureusement, je suis obligée de mettre ça dans une boîte. Soit j'attends qu'il y ait un meilleur moment, et dès que le meilleur moment arrive, je ressors tout ça de côté. Soit je suis obligée de faire une croix dessus. Voilà, donc c'est valable pour des sujets d'actualité, mais c'est valable aussi, donc au départ c'était ça, pour la question de comment je gère la lecture. J'en parle depuis plusieurs mois. Je suis censée essayer de ne plus trop lire, parce que dans ma maladie ça fait partie de ce qui fatigue le plus. C'est dépendant de plein de critères. Est-ce que c'est du français ou de l'anglais? Comment est écrite la langue? Est-ce que les phrases ont beaucoup de vocabulaire compliqué? Combien de temps je lis? Donc je fais des expérimentations pour essayer de trouver des critères et pour pouvoir jauger. J'ai été un peu terrible parce que j'ai quand même continué à racheter des livres, parce qu'il y a vraiment des sujets que je veux aborder comme celui-ci. Puis je vous avais montré le livre de Charlie Claire Burgess sur le tarot, déconstruire le tarot, là, je voulais vraiment le lire. Je les ai achetés tout en sachant que je suis pas censée lire, donc
ou très peu, donc c'est un peu contradictoire, mais j'ai pas encore trouvé de solution. Les e-books sont ultra chers et du coup je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Parce que, et j'en avais je crois parlé à un moment donné, j'espère que je confonds pas, mais dans une vidéo il me semble que j'en avais parlé, j'avais écouté un fragment d'un audiobook en ligne et en fait je m'étais rendu compte que j'arrive pas à suivre. Automatiquement, même si j'écoute, je me mettais à regarder mon écran et à chercher le texte des yeux sur mon écran. J'ai besoin de cette espèce de support visuel, je pense que ça peut se rééduquer. J'imagine, parce que quand on devient, encore une fois, par accident, aveugle ou quoi dans sa vie, malvoyant, on doit bien se détacher de l'écrit. On est un peu forcé, même si on a grandi là-dedans. Mais pour l'instant, j'arrive toujours pas à faire la transition. Donc, j'expérimente. J'achète quand même certains bouquins à côté desquels je ne veux pas passer. Mais pour les lire, c'est compliqué. Ou je lis quelques mots par-ci par-là. Et j'avais lu certaines introductions. Il y a 3 livres où c'était comme ça, je pense. Et en fait, j'ai oublié ce que j'ai lu. Donc, je l'avais annoncé aussi. J'avais dit que quand je lis un truc justement trop compliqué et que je dois fragmenter, j'oublie. Ça s'est confirmé. Et je ne sais pas du coup, est-ce que je dois recommencer ces livres à zéro et faire une routine beaucoup plus régulière pour les lire. Je n'ai pas trouvé. Je n'arrive pas, entre la théorie et l'expérimentation, à passer ce cap. Donc j'en parle ici, ça fait partie des difficultés perso. C'est également une difficulté qui va venir dans la suite de la vidéo quand je vais parler de ce livre, parce que du coup je voulais faire un truc particulier pour vous sur ce livre et je n'ai pas pu le faire. C'est valable aussi, donc j'ai dit, au niveau des événements personnels dans ma vie, voilà, il y a quelque chose à traverser qui était très difficile émotionnellement, et du coup, je me doutais que ça allait réveiller justement des difficultés d'ordre cognitif, des difficultés d'énergie, de cuillère, ma santé qui fait une rechute. Donc forcément, c'est logique, hein, c'est l'aléa de la vie quand on a des maladies chroniques, mais du coup, même si je l'avais anticipé, quand je me retrouve face au manque, à l'impossibilité de faire les trucs que je voulais faire, c'est difficile de ne pas être frustrée quand même. C'est difficile de ne pas me dire « Ah, mais est-ce que du coup j'ai mal anticipé? Est-ce que j'aurais pu faire autrement ?» Et pas tout à fait des « et si », mais des espèces d'interrogations autour de comment j'aurais pu aménager, comment j'aurais pu mieux gérer. Parfois je trouve des solutions, parfois j'en trouve pas. Donc c'est pas simple. Et puis, voilà, il y a des tas de projets du coup. Entre le fait que j'ai du mal à gérer ma création, est-ce que je peux écrire, pas écrire, est-ce qu'il faut que ce soit à l'oral, combien de temps, est-ce que je coupe la vidéo en bout, et il y a les délais aussi, puisque donc je vous avais dit, je voulais faire une deuxième partie de vlog en septembre, et au final en septembre, j'ai pas du tout fait la fiche de notes là qui est sur le côté que je vous montre pas. J'ai pas du tout pu la suivre. Il y a des bouts qui ont été faits, mais vraiment juste quelques-uns, et le reste, pas. Et je m'étais dit, je le ferai plus tard en septembre, je me laissais le temps d'accuser le coup, mais en fait ça n'a pas fonctionné, et là on est fin octobre déjà. Donc il y a aussi le fait de me dire, si je veux réaliser un projet en temps de temps, comment je peux faire pour le réaliser? Est-ce que c'est parce qu'il faut que je vois en beaucoup plus petit? Est-ce qu'il faut que j'avance un tout petit peu mais beaucoup plus régulièrement? J'ai eu, de toute façon, même en dehors de l'événement compliqué auquel j'ai eu affaire, j'ai eu aussi des trucs à faire au niveau de mon parcours santé. Enfin, c'était vraiment... Ça m'a donné l'impression de courir tout le temps. Donc, j'ai pas... Voilà, j'étais toujours en train de rattraper une espèce de fil continu qui était en train d'avancer devant moi. Donc, ça, c'est pas évident. J'ai écrit un article, ça, c'était vraiment extraordinaire. Justement, je pense que c'était dans une phase où j'étais encore un peu entre deux. J'avais un peu des rechutes, mais pas trop. Je m'y étais prise en plusieurs bouts, je me suis prise en plusieurs semaines, peut-être mois, pour l'écrire entre le moment où ça a décanté un peu dans ma tête et où j'ai commencé à poser des mots. Mais j'ai publié un article sur le site de Sur le Seuil, Valil sur le Seuil, que vous pouvez trouver dans la barre de biographie. Normalement vous avez mes liens. Ça faisait des mois, je sais pas quand est-ce que j'avais pas écrit un article comme ça, et c'était vraiment pas simple. J'ai expliqué aussi pareil les débats intérieurs avec la création, même si j'ai pas toujours parlé des difficultés telles que je les expose ici, des difficultés internes, enfin des difficultés de maladie, mais j'ai parlé des difficultés émotionnelles. Ça m'a coûté de ouf, et je pense que c'est aussi pour ça qu'après, j'avais un peu pourri la jauge, quoi, de marge que j'avais sur les côtés. Ça m'a fait du bien, je pense, ça m'a fait un plaisir, où je me suis montré peut-être que parfois je pourrais écrire des articles si je le fais en tout petit peu en fragmenté. Et en même temps, est-ce que par rapport à une vidéo, c'était pas beaucoup plus coûteux? Puisque derrière, je pense que j'ai pas pu réaliser des tas d'autres choses que j'avais prévues. Peut-être que l'article était trop demandant. Je l'ai fait,
Mais dans quelle mesure est-ce que c'est à cause de ça que d'autres choses ont pris du retard? Alors j'ai bien expliqué qu'il y avait plein d'autres éléments. Hein. C'est vraiment, c'est du calcul au quotidien sur toutes les tâches que je réalise dans une journée, sur toute une semaine, etc. pour savoir qu'est-ce qui a trop pêché. Mais même s'il y avait eu d'autres événements, bah voilà, l'article, je sais pas trop ce que ça peut donner. Même si j'observe bien que cette forme de création me manque, le rapport à l'écriture, c'est quelque chose. Et puis j'avais envie de faire des dessins aussi, j'avais hésité à vous les montrer au blog de septembre, même si je les avais pas mentionnés en me disant comme ça tu te mouilles pas et tu seras pas gêné si tu les montres pas, mais j'avais quand même envie de les faire pour moi et ça n'a pas fonctionné. J'avais envie de reprendre la méditation et l'écriture, je pensais en parler au retour fin septembre, après avoir fait ce vlog là, et je pensais en parler à cheval sur le mois d'octobre, parce que j'ai envie de reprendre cette façon que j'avais de énergétiquement me recueillir avec certaines idées, avec certaines ressources, avec certains jeux et d'en extraire des méditations au sens traditionnel un peu qui était, alors traditionnel il faut voir quelle tradition, mais en tout cas philosophique, qui est la méditation, c'est mental, c'est un cheminement mental et donc c'est une forme de réflexion quoi. Et j'aimais bien, j'ai fait ça quand même pas mal de temps sur mon cheminement mais plus lointain. J'en faisais encore un petit peu en 2020 et j'essayais d'en extraire des poésies en fait. Des poésies qui avaient des supports où les personnes qui regardaient ou qui venaient lire pouvaient se raccrocher, des images de tarot, des photos peut-être de lieux. Alors j'ai moins osé faire des photos, mais parfois il y avait des photos dévotionnelles quand c'était rattaché à une entité. Et d'écrire soit de la prose, juste des petits textes un peu méditatifs comme dit, mais en prose, mais il y avait aussi des fragments poétiques très clairement. J'avais envie d'y revenir un peu, j'ai pas pu. J'avais envie de faire une série de présentations de photos de lieux. Ça je l'avais fait que sur Patreon je crois en 2021 ou en 2020, mais je l'ai pas refait publiquement, mais il y avait des choses comme ça, il y a des choses, j'ai envie d'essayer de m'y remettre. Et bah, ça s'est tombé à l'eau à cause des difficultés de cognition ou d'énergie ou de santé, des choses comme ça. Plus le fait que je vous avais parlé de plein de jeux que j'avais envie d'étudier. Donc je peux vous l'annoncer tout de suite, ça par contre, de difficultés que j'ai rencontrées et de ce que j'ai pas pu faire. Donc le White Numen Tarot, Fifth Spirit Tarot, Midnight Magic Tarot, Hepcrafters Tarot non plus, j'ai pas pu travailler avec. Il y avait le tarot souveraine et il y avait le Seed and Sickle Tarot, Oracle, pardon. Donc j'avais vraiment beaucoup de jeux que j'avais envie d'expérimenter. C'est quasiment zéro, quoi. Je sais que le Hepcrafter, j'ai fait 2-3 trucs, mais ça s'est pas poursuivi au-delà de mi-septembre, je pense. Et en octobre, c'est sûr, j'ai pas pu y retourner. Vu que j'avais commencé une méditation avec l'aide des cartes, il y a plein de jeux dont j'avais extrait des cartes, donc ils n'étaient pas complets. Donc je pouvais pas les utiliser en tirage, j'ai pas voulu remettre les cartes dedans tant que j'avais pas fini le truc parce qu'il y avait une énergie particulière dedans. Voilà, vraiment il y avait beaucoup de choses comme ça où il faut apprendre à laisser pisser en fait. Alors je reviens à mon mouton. Je terminais la section précédente en disant que au final, voilà, il y avait en permanence des choses que je devais laisser aller, des choses que je devais juste laisser pisser parce que je ne pouvais pas les rattraper, parce que j'avais pas le temps, parce que j'ai pas l'énergie, parce que je ne fonctionne pas à la vitesse effrénée du monde capitaliste et validiste, et du coup, même si je dois apprendre à ne pas m'en vouloir parce que ça sert à rien, parce que je suis pas en faute ni rien, que je reste avec une frustration, que je reste avec cette envie de créer, cette envie d'aller plus loin, cette envie d'écrire à nouveau un petit peu, de produire des poèmes, de produire des dessins, d'échanger plus, de faire plus de vidéos, de vous parler même plus de choses, ne serait-ce qu'en restant dans ce médium-là, mais que je ne peux pas. Et c'était pas mal la réflexion, la dynamique en fait qui je pense se décantait depuis plusieurs mois. Et c'est au mois de septembre que j'ai lancé le vlog avec ce livre. Comme dit, il est arrivé en retard, donc j'avais laissé tout ça un petit peu en suspens. Mais ça fait des mois que c'était en train de monter. Notamment ce livre-là, quand j'ai eu connaissance de son existence, je pense que c'était déjà, à mon avis, au printemps dernier, donc au printemps 2024.
bien avant de le recevoir et de pouvoir en lire des extraits. Mais est-ce que je m'étais autorisée à réfléchir à toutes ces choses, à poser des mots dessus? Je sais pas, j'étais peut-être encore un peu dans certaines choses que je traverse, mais je m'arrête pas, vous voyez, dans mon quotidien, pour me dire « Ah, je ressens ça. Ah, je ressens ça. Ah, il se passe ça. » Donc, je les ai quand même un tout petit peu conscientisés parce que c'était dans le quotidien, enfin, je les ai traversés, quoi. Mais j'ai pas vraiment fait remonter le processus dans mon esprit, j'y avais pas forcément toujours réfléchi. Donc, il y avait une espèce de strate comme ça, un peu flou, qui de toute façon n'est pas facilité par le fait que je vis dans un brouillard mental quotidien. Ça fait partie des symptômes les plus emmerdants de la maladie. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut que je laisse aller au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut que je laisse aller sur des mois comme ça? Eh ben, des decks. Des decks que je voudrais étudier, mais que je peux pas parce que j'arrive pas cognitivement, parce que je voudrais peut-être lire des livres pour compléter, mais que je peux pas lire le livre, parce que au niveau visuel, au niveau je suis trop saturée, parce que ça c'est quelque chose un peu particulier aussi, c'est qu'à certains moments, en fait, le nouveau n'est pas gérable. Une information qui n'était pas présente précédemment, même si je l'ai à moitié oubliée dans mon cerveau, fait trop. Ça fait déborder la jauge de saturation, je crois que ça se processe pas. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai un micro-écho en tête en m'entendant dire ça, donc j'en ai probablement parlé dans une vidéo. Probablement celle de... où j'ai parlé du Fifth Spirit Tarot. Est-ce que c'était le vlog de juin? Je crois que j'ai parlé des processus d'apprentissage. Oui, ça me dit quelque chose. Et où j'ai parlé justement du fait des nouveaux entrants. Les nouveaux entrants de l'information. Et que du coup, ça c'est très compliqué à gérer. Et qu'à certains moments donné, je ne peux pas. Donc par exemple, j'ai dû abandonner l'étude des nouveaux jeux que je vous ai cités tout à l'heure, le White Numen, etc. Parce que émotionnellement, j'arrivais pas, j'étais trop saturée. Et que... En plus, intellectuellement, ça m'aurait demandé d'autres... Enfin, je m'étais donné d'autres objectifs qui étaient de travailler, réfléchir par rapport à la formation de Lindsay Mack sur le Anchored Tarot, le tarot ancré. Il y avait de l'autre côté la question du livre de Charlie Burgess, etc. Ça passait pas. Donc, comme je pouvais pas faire ces choses, j'ai pas avancé dans l'étude. Et j'avais une troisième idée que j'ai oubliée, mais c'est pas grave, je vais m'arrêter là. Mais du coup, voilà, j'ai dû me replier, en fait, sur des jeux très connus, beaucoup plus... Alors, est-ce que c'est bateau? En fait, le terme, c'est probablement pas bateau. Pourquoi ces jeux-là, ils seraient plus bateaux que le Fifth Spirit, le White Numen, etc. Non. C'est juste que c'est des jeux que j'ai pu approcher plus facilement, que j'ai pu m'approprier par beaucoup de tirages. Et du coup, ils sont dans mon espèce de base de données interne, même si j'oublie au fur et à mesure. Et c'est du connu. Et du coup, c'est reposant, en fait. C'est reposant pour mon cerveau. À partir du moment où j'ai intégré la base, ça va. Donc, au niveau carte, c'est comme ça que ça s'est passé. Et au niveau livre, du coup, si j'arrive pas à passer la première barrière de la lecture en me disant je le relirai plus tard et je comprendrai mieux plus tard, puisque j'aurai déjà une première trame dans mes neurones de ce livre, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé encore comment faire. Et j'ai pas l'impression que j'ai la même mémoire quand je lis que quand j'écoute. Et donc si j'essayais d'en écouter des fragments audio, avec un audiobook encore une fois, je suis pas sûre que ça m'aiderait à le lire derrière parce que j'ai déjà une trame des informations. Au niveau sensoriel, au niveau du corps, vraiment, il y a un fossé entre mon écoute et l'écrit. Lire silencieusement un écrit avec les yeux. C'est comme si c'était pas le même canal et du coup j'absorbe pas l'information pareil, je saurais pas comment vous expliquer ça. Donc j'expérimente, mais je vois bien que ben il y a des livres, j'ai dû les laisser tomber temporairement, où j'ai essayé, mais du coup j'ai lu 15 pages en faisant une par une de temps en temps, et c'est l'intro, puis après j'ai pas pu continuer. Donc voilà, je laisse aller. Je laisse aller en me disant tu vas le reprendre. Peut-être un peu comme du... Je m'en rends compte en le disant, c'est peut-être un peu comme le ressac de la mer. J'avance avec la marée, j'avance avec la vague, j'essaie d'approcher un truc, ça marche pas, je me retire. J'accepte de repartir avec le courant et je me dis, je reviendrai la prochaine fois, je reviendrai la prochaine fois, je reviendrai la prochaine fois. Et j'essaye comme ça de revenir sur les choses. Et du coup, c'est un peu comme ça. Le vlog de septembre 2024, et ben, paix à son âme, je l'aurais jamais tourné. En tout cas, le volet 2. Et donc, j'aurais jamais abordé les questions que je voulais aborder, mais c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, je me donne l'occasion d'en reparler. Et donc de peut-être reparler du deck de... Non, c'est pas un deck.
ça y est, je dis des bêtises, du livre de Courtney Weber, sans pouvoir aller dans le détail, parce qu'en fait, donc, parmi les choses que j'ai dû aller, c'est que j'aurais aimé au moins pouvoir feuilleter en diagonale, lire des extraits du livre et vous en parler. J'aurais voulu vous le résumer, j'aurais voulu le commenter à la lumière de certaines choses que moi j'ai pu pratiquer. Et bon, bah voilà, si j'ai pas dépassé l'introduction, je peux pas, en fait. La vidéo que je voulais vous faire, le projet, je vais faire une vidéo review, slash résumé, slash discussion sur le livre de Courtney Weber, je ne peux pas. Donc je me retrouve un peu coincée. Mais tout ça est une espèce de période, je dis, qui monte en fait depuis plusieurs mois. Et je sens que verbaliser qu'il y a du deuil dans ma vie, verbaliser le fait que je travaille avec du deuil, que je fais du travail de deuil, etc. Ça c'est plus récent. Parce qu'avant c'était flottant, c'était dans l'air, c'était là, mais je l'avais pas forcément mis le doigt dessus. Et quand j'ai voulu acheter ça, quand j'ai fait l'acte d'achat, je me suis rendu compte, oui, effectivement, là, ça fait un moment que je reconscientise ça et que je retravaille avec ça. Selon les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, d'ailleurs, à l'heure où vous verrez la vidéo, pas à l'heure où laquelle je la tourne, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai travaillé pas mal dans ma vie avec le deuil et avec les émotions compliquées. Parce qu'en fait, il y a très très longtemps, je travaillais plutôt avec la déesse de irlandaise Morrigan et avec des concepts à l'époque malheureusement jungiens, d'ombre, de shadow work, quelque chose comme ça. Alors je dis malheureusement parce qu'en fait c'est ultra compliqué comme sujet et des fois on emploie un mot qui ne veut pas du tout dire ce que son auteur a conçu au départ. Bon, c'est un ambroglio, c'est plutôt que j'avais travaillé d'une façon assez néo-païenne, voire un peu new agey avec la Morrigan, et j'aurais préféré que ce soit plus ancré dans la tradition, on va dire ça comme ça. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Donc, au départ, il y a longtemps, j'ai pu travailler sur les émotions difficiles et quelque part, il y a des choses, si on considère que ça traite de la perte ou si on considère qu'il y a des choses à relâcher, etc., ça peut se rapprocher du deuil. Et entre 2020 et 2021, j'ai dû accentuer ce travail, d'un côté avec la Morrigan, mais de l'autre avec la déesse Freya, qui m'a fait travailler dans ma vie perso sur les notions de deuil, qui m'a fait travailler sur la question c'est drôle, du relâchement à la mer en fait, du travail sur le rivage, parce qu'elle a un de ses visages qui est un personnage qui rôde, qui erre sur le rivage, elle a un nom, et là il y a l'importance du nom dans la tradition scandinave, etc., qui est relié à ça. Et j'ai beaucoup travaillé avec cet aspect. Et donc entre 2020 et 2021, je ne l'ai pas juste fait dans mon coin ou pour mes proches, j'ai donné des rituels en fait de recueillement. Tantôt recueillement parce que c'était un peu plus vaste, tantôt vraiment des rituels de deuil avec la divinité Freya. Donc c'est vrai que c'était très drôle pour moi, drôle et étrange, drôle avec un goût d'amer, drôle avec un goût de regret, avec un goût d'envie, parce que je me suis demandé, est-ce que si j'avais pas été malade, etc., est-ce que j'aurais continué à le faire? Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais voulu continuer? Je me suis posé la question, est-ce que j'aurais continué par habitude? Est-ce que j'avais vraiment envie de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui j'aurais envie d'y revenir? Il y a eu toute une réflexion plutôt sur mon cheminement perso, sur mes pratiques et sur les services que je pouvais offrir ou pas, revenir à la question du deuil, pousser plus loin, est-ce que j'ai envie de me replier un peu sur moi et plutôt d'y réfléchir dans ma vie, ma spiritualité, mes pratiques, est-ce que j'ai envie de réfléchir à nouveau en termes de services, mais offrir quelque chose de différent. Ça a fait un peu un écho très intéressant et je me suis rendu compte quand j'ai lu, alors c'était diversifié, il y avait la présentation au dos du livre, il y avait des extraits de blog de l'autrice elle-même, il y avait les podcasts, je pense pas les avoir écoutés, mais elle en a fait beaucoup. Il y a eu les extraits du livre même, parce que je dois recevoir une newsletter ou quelque chose comme ça. Et vraiment, ça m'a rappelé la période où j'ai offert ces services et j'avais l'impression de me dire, si à l'époque j'avais dû résumer pas mal de choses que j'ai travaillées, que j'ai apprises ou quoi, si j'avais dû les synthétiser, bah, j'avais l'impression que ça correspondait pas mal à ça en fait. Je me suis dit, waouh, mais Courtney Weber, elle travaille vraiment avec des choses hyper similaires aux miennes. Elle a des conclusions de choses, de trucs qu'elle a mis en mots. Bah, ça parle à ce que j'ai vécu, ça parle à ce que je pense avoir appris ou pense avoir compris. C'était très fascinant.
de voir ce livre en me disant, bah ouais, si j'avais peut-être pu travailler, écrire, vulgariser des choses sur le deuil, proposer, et encore une fois, c'était qu'une proposition, hein, ça serait pas une histoire comment dire, de cours ou de trucs comme ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est juste proposer des réflexions. Est-ce que j'aurais, voilà, est-ce que ça aurait pu être sous cette forme? Est-ce que ça aurait pu ressembler à ça? Et donc, évidemment, je voulais le lire, parce que je voulais comparer nos ressemblances, nos différences, etc. C'était très curieux. Et comme dit, j'ai pu du coup voir que des extraits, et j'ai fait l'introduction, et j'ai pas du tout plongé à cœur perdu dedans, j'étais pas en état. Autre truc très drôle qui dépasse un peu le livre en soi, c'est que donc là, on est sur un livre sur les larmes sacrées. Les larmes sacrées, ça me parle aussi quand même beaucoup de Freya, parce que Freya qui pleure des larmes qui deviennent de l'ambre éventuellement ou pas, il y a certaines pensées répandues là-dessus, est-ce que la légende dit vraiment ça ou pas? Bon, mais il y a quand même ça. La question des larmes et les larmes qui sont de l'eau salée qui rapporte à la mer et à l'océan, moi ça, en termes symboliques là, ça me parlait beaucoup. Mais j'ai découvert cet automne, au-delà de son livre, Courtney Weber en fait participe à un symposium organisé par, si je me trompe pas, c'est Anouine Avalon, qui est une prêtresse de l'eau, pour le coup, qui est connue depuis maintenant plusieurs années, etc., qui a pareil des pratiques qui sont très similaires aux miennes, et il y a des choses que j'ai proposées en rituel d'accompagnement, en rituel de deuil, etc., avec Freya, mais pas que, avec l'océan, qui ressemblent un peu à des choses qu'aurait pu discuter à Anouine Avalon, et là, carrément, cet automne, donc au symposium, Courtney Weber propose des rituels de deuil avec la mer ou avec l'océan, il me semble, hein, je suis quasi sûre. Et j'étais vraiment frappée de voir ça, parce que je m'étais dit, oh, j'ai peut-être un peu projeté sur son livre, est-ce qu'on est si similaires que ça, etc. Et elle offre un rituel qui, sur le papier, encore une fois, c'est une toute petite description dans le programme, mais qui ressemble à ce que j'ai offert en 2020 et 2021. Donc ça fait des échos comme ça, c'est drôle. Très intéressant. Et donc, qui me renvoie à ce que j'ai arrêté de faire. À ce qui me renvoie à ce que je ne peux pas faire. Reste à savoir, est-ce que j'aurais envie de le refaire ou pas. Mais c'était vraiment une découverte fascinante, ce livre. En plus d'être aussi dans la réflexion sur comment est-ce qu'on gère spirituellement les épreuves de crise. Donc on avait travaillé là-dessus avec un collègue américain, le livre n'est jamais sorti, je sais pas du tout, est-ce qu'il l'a complètement laissé tomber? Est-ce qu'en fait il a juste trop de projets, parce que vraiment c'est une personne ultra engagée, ultra prolifique, et qu'il a dit bah j'y reviendrai plus tard, et qu'il a fait passer d'autres choses en priorité, mais on avait exactement travaillé sur le concept de passage à vide. Certains diraient nuit nord-nolab, etc. Et comment est-ce qu'on gère nos pratiques en tant qu'animiste et polythéiste. Et bien que je crois qu'elle n'ait pas employé ce terme-là dans la couverture ou derrière, elle parle quand même des périodes critiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse des périodes critiques? Et donc j'ai retrouvé aussi des sujets que j'avais travaillé avec ses collègues américains, où il y avait une question de publication en fait à l'époque, mais on avait en tout cas échangé ensemble sur nos pratiques chacun de notre côté, et proposé des méditations, proposer juste en tout cas des explications de ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de période. C'était voilà. Autre aspect fascinant dont je viens de me rappeler. Tout ça sans avoir ouvert le livre. Donc je vais quand même vous présenter la table des matières. Donc, on a un chapitre sur comment... non, c'est pas comment, c'est quand. Excusez-moi, je fatigue. Quand est-ce que survient alors on va dire la perte. Quand survient la perte, qu'est-ce qui se passe quand survient la perte? Naviguer les premiers jours. La spirale du deuil. Alors c'est pareil, la spirale c'est un motif. J'en reparlerai plus tard. Mais la grande spirale du deuil. Non, c'est moi qui m'y grande. La spirale du deuil. On reviendra, j'espère, à la spirale. Se déplacer à travers le monde après la perte. Le deuil et la compassion. Le deuil quand on ne peut pas avoir de clôture, parce qu'il y a des événements où il y a des choses où on n'aura pas d'espèce de bouclage. Je sais pas, vous vouliez avoir une conversation avec une personne qui est morte avant, des choses comme ça. Je donne juste un exemple, et donc parfois on ne peut pas avoir de clôture, mais c'est pas du tout lié qu'à la mort, hein. Il y a plein d'autres trucs qui n'engagent pas ça, où on n'aura pas la clôture. Les cadeaux du deuil, lancer un nouveau sort, de l'aide pour le deuil, ou pour ceux qui sont endeuillés plus précisément, de l'aide pour les personnes endeuillées, la magie du deuil, et le mythe de non mais remets-toi, juste remets-toi, passe à autre chose.
Voilà, donc il y a des choses un peu comme ça, et il y a effectivement des suggestions de pratiques. Il y avait des suggestions de petits rituels ou de petits gestes comme ça, je voulais voir, c'est pareil, quels sont, comment elle approche la chose, est-ce qu'elle est plus dans une perspective wiccan ou magique, est-ce que ça va être ancré dans une tradition, est-ce que ça ressemble à ce que j'ai fait de mon côté. J'avais envie de comparer tout ça. Voilà, je vous ai quand même montré la table des matières. Si vous avez des questions sur le livre, n'hésitez pas, parce que peut-être que par chance, si vous avez une question précise, je peux aller chercher à l'intérieur, voir si ça y répond ou pas en feuilletant. Bon, je ne promets rien, mais en tout cas, n'hésitez pas. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. On va faire une pause ici. Nouveau setup, nouvelle lumière. Je vous laissais de reprendre la suite, et en fait, j'ai quand même pas facilement la transition. Je sais plus trop où j'allais avec ça. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. L'idée, c'est que voilà, dans ma vie, particulièrement là au mois de septembre, je le savais venir, je le sentais venir parce que j'avais un événement matériel extérieur dans ma vie qui allait être un deuil. J'allais vers ça. Donc en fait, l'idée de deuil, le concept de deuil était forcément plus visible à ce moment-là. Mais effectivement, ça fait des mois que ça traîne, et ça fait des années que ça traîne, de toute façon, ça fait depuis 2020, et particulièrement 2021. Mais il y a cette espèce de courant perpétuel, en fait, qui coule, et il faut que j'accepte que les trucs fuient, que les trucs me tombent des mains, tombent dans l'eau, et qui vont devant. Et que si je ne nage pas à la vitesse du courant, je les rattraperai pas, en fait. Donc c'est une réflexion qui m'est personnelle, je veux dire, c'est ce que je ressens. J'ai cru comprendre que c'était pas rare parmi les personnes qui ont des accidents ou les personnes qui ont des maladies chroniques et particulièrement des handicaps, qu'il y a toujours un peu un avant et un après, qu'il y a des choses qu'on peut plus faire, il y a une adaptation qui est requise. J'imagine aussi, je me rends de plus en plus compte à quel point les malades chroniques et les personnes handicapées, on est proche en fait de comment on appelle ça, la tranche de population vieille. Je sais pas comment le dire autrement, mais que les personnes âgées, il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de halo opaque autour d'elles. On les nomme personnes âgées, on sait que c'est difficile, mais en même temps, elles sont quand même pas mal exclues de notre vie. Alors vous direz, ça dépend quelle vie, ça dépend quelle famille, ça dépend quelle partie du monde. Évidemment, je parle d'un principe plutôt occidental, pays du Nord et capitaliste. On va simplifier comme ça. Mais du coup, elles sont un peu mises dans un coin et on les laisse entre elles et on se mélange pas beaucoup. Donc, et c'est un peu ce qui se passe pour les personnes handicapées en vrai, mais du coup, il y a ce rapport au temps qui change, il y a ce rapport à la capacité qui change, et au deuil de tout aux différents deuils qu'on doit faire quand on tombe malade, quand on devient malade, et puis au deuil qu'on peut refaire éventuellement au quotidien. Mais c'est vrai que ça m'a renvoyé vraiment beaucoup plus qu'avant à l'idée de la spirale. Et donc je l'avais trouvé dans la... Là, je vous l'ai lu tout à l'heure dans le... Enfin, l'autre jour dans le... Je vais y arriver, le livre. J'espérais y revenir. Ça fait des années que j'ai travaillé sur le motif de spirale parce qu'il m'avait été suggéré de l'extérieur. Alors, je sais pas quelque chose qui m'appartient, mais c'était un concept néo-païen très courant. Quand on voulait travailler sur la roue de l'année, qui s'appelait donc à l'époque pour moi la roue de l'année, la roue des sabbats, quand on... Voilà, pareil. Tout ça, c'est un peu un... Je vous dis, c'est pas traditionnel, c'est pas l'origine en fait des fêtes qu'on réalise, mais ça s'appelait comme ça dans les traditions, soit New Age, soit Wicca, soit néo-païenne. J'ai commencé par là, et roue de l'année, qui dit roue de l'année dit aspect spiralé du temps. Parce que année après année, on refête un jalon qui se répète. C'est la même fête, c'est la même symbolique, mais vu que c'est une autre année, on n'est pas la même personne d'une année à l'autre, et on essayait de méditer sur l'aspect immortel. Qu'est-ce que c'est que l'immortalité, l'éternité, ou le rattachement au passé, à la tradition, et la question de la spirale. Bon, je simplifie à mort, mais du coup, dans le passé, j'ai quand même travaillé sur ça. Et par la suite, j'essayais d'y revenir, et j'avais entendu des témoignages de personnes malades chroniques aussi qui en parlaient. Et je pense que j'étais trop occupée, j'étais trop, je sais pas, j'avais pas beaucoup d'espace mental, ça me tiltait pas. Je sais pas comment dire, j'ai pourtant lu des tonnes de témoignages, mais ça... Ouais, la lumière s'était pas allumée dans mon cerveau, quoi. Et en fait, je l'ai compris que plus tard. Je l'ai compris que quand je suis passée de l'autre côté, la barrière.
passer de l'autre côté de la barrière valide. Donc c'est spécial, mais effectivement, je me suis rendu compte que là, le rapport au temps, pour le coup, qu'est-ce que c'est que le temps? Et en fait, définir une journée, définir ce qu'on doit, le devoir, hein, ce qu'on doit faire dans une journée, la question de gagner de l'argent, la question de créer quelque chose, d'être dans la production, voire dans la productivité. Est-ce que les personnes âgées ou les personnes malades qui ne peuvent plus produire ou qui peuvent produire moins de valeur, etc. Il y a beaucoup de réflexions. Mais là, en dehors de la société, c'était vraiment juste par rapport à soi. Perdre les choses qu'on aime, ne plus pouvoir faire certaines choses, que ce soit avec son corps ou que ce soit avec son esprit, ne plus pouvoir lire des choses dans une langue étrangère qu'on a passé des années à apprendre, perdre de vocabulaire qu'on a mis des années à apprendre par cœur, qu'on était capable de traduire sans dictionnaire, écrire avec sa main pendant plus de 5 minutes, en écrivant correctement, en n'écrivant pas de façon complètement moche et maladroite, en évitant de se tâcher, en dessinant même, la question du rapport au dessin ou à la calligraphie. Il y a plein de choses, il y a marcher, rester debout, être capable de se brosser les cheveux, être capable de se doucher, c'est sans fin en fait. Il y a des choses qui vont toucher des tonnes de maladies communes, des tonnes de maladies différentes, mais qui vont avoir ça en commun. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus spécifiques, mais voilà, et comme dit, le fait de perdre, d'avoir l'envie de faire des choses et de ne pas pouvoir les réaliser. Parfois, je peux pas les réaliser parce que j'ai pas trouvé encore comment m'adapter, parce que c'est pas parce qu'on devient handicapé du jour au lendemain, en fait, qu'on est tout d'un coup un génie du handicap et que on va adapter toute sa vie comme ça, là, vas-y, moi j'ai toutes les solutions. Je veux dire, ne serait-ce que tout d'un coup, il faut un fauteuil roulant, je sais pas, ça s'achète où, ça fonctionne comment, si jamais il y a un souci, comment je le répare, quels outils il faut, si jamais je me retrouve coincée dans un endroit avec le fauteuil, comment est-ce que je passe, est-ce que je suis accompagnée, pas accompagnée, est-ce que je peux faire confiance à des étrangers pour m'aider, le temps qui est perdu, le fait que certaines institutions prétendent qu'elles sont accessibles alors qu'elles ne le sont pas, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et du coup, tout ça faisait un gros omblibou, je pense un gros tourbillon, là, comme un chaudron, ou comme un... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en bord de mer, parfois, il y a des endroits où la mer s'engouffre, et ça fait vraiment des espèces de gros bouillons, là, parfois, ça fait même des geysers. C'était un peu ça, quoi. Ça faisait une tambouille. Et je réfléchissais sur des choses qui sont forcément de l'ordre de ce que je peux vous présenter ici. J'ai envie de me nourrir, moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, en lecture, en apprentissage, en plein de choses. J'ai envie de parler, j'ai envie d'enrichir les choses dont je pourrais parler, parce que si je le fais qu'avec mon point de vue, ce sera trop restreint. J'ai envie d'ouvrir, j'ai envie d'enrichir. Alors, comme vous l'aurez entendu, parce que je pense que ça s'est superposé à ma voix, et je pourrais pas couper le son perturbateur sans me couper moi-même à la vidéo passée, donc j'enchaîne, tant pis. Vous avez entendu cette petite interruption qui m'a évidemment fait perdre mon fil de pensée. Donc, j'essayais de montrer différentes dynamiques de deuil. Je suis pas du tout sûre que j'étais claire. Donc, je suis un peu inquiète pour l'accessibilité de la vidéo à l'écoute. Bon. En tout cas, je parlais de mes centres d'intérêt personnel. Je simplifie à mort centre d'intérêt, parce que quand je crée, évidemment, c'est de l'envie. C'est parce que je souhaite le faire. C'est aussi une impression que, en fait, j'arrive pas à faire sans. C'est encore autre chose, c'est la question du rapport à la création, que j'ai beaucoup plus de mal à gérer en vidéo, parce que c'était pas mon médium de base, j'en ai déjà parlé, mon médium c'était l'écrit. Et quand j'écrivais, quand j'offrais des réflexions, quand je partageais des fragments de cheminement, donc sur un blog à l'écrit plutôt qu'un vlog vidéo, etc. Mais quand je créais, plus les poésies, plus ci, plus mi, c'était un... J'ai perdu le mot en français. Pression, c'est pas le bon terme, c'était... Mais c'était quelque chose de l'irrépressible, de l'intérieur. Je fais ça parce que j'ai envie, mais je fais ça parce que j'ai ce besoin. Il y a une espèce de forme de besoin. Et je crois, si je me trompe pas, qu'il a déjà été expliqué, discuté, en tout cas rapporté, par beaucoup d'artistes. Souvent, les artistes, quand on leur demande pourquoi ils créent, la réponse qui vient, c'est parce que j'arrive pas à faire autrement. Voilà. Donc j'avais ce rapport-là plus à la création, donc c'est à la fois parce que j'ai envie, c'est parce que ça m'intéresse, parce que j'aime ça, d'où le fait que j'ai sorti le mot centre d'intérêt, mais il y a aussi autre chose en plus, donc je voulais pas non plus trop trivialiser ce que je viens de dire.
Et j'avais envie d'essayer d'apporter des réflexions plus polythéistes et animistes, parce que j'avais dit que dans les vlogs, j'allais essayer de parler de mon cheminement, et donc j'avais envie de parler des difficultés à ce niveau-là. Donc évidemment que si j'ai envie de creuser le deuil à travers la magie, à travers la spiritualité, on est bien dans une lecture d'ordre polythéiste déjà. Pas juste conceptuelle, c'est pas psycho, elle est pas, je crois pas qu'elle ait une formation psycho, Courtney Weber par exemple. Et quand on est dans le tarot, il y a le rapport à l'art, il y a le rapport à la beauté aux images, mais évidemment, il y a aussi le rapport aux esprits, pour moi. Je dis évidemment, j'espère. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, sachez-le. J'ai une pratique des cartes qui est vraiment très ancrée aussi dans ma religion, ma spiritualité / religion, qui est polythéiste et animiste. Donc il y a toujours les deux dans les cartes. Donc on est déjà sur le terrain. Mais je voulais livrer quelque chose d'autre, qui était... Comment, où intervient le deuil dans la personne pratiquante que je suis, dans les pratiques que je pourrais avoir. Ça, c'était le volet suivant, et c'était ça que j'avais envie d'aborder en septembre, même si j'arrive pas à reconnaître toutes mes notes et à savoir ce que je voulais aborder avec, il y avait ça. Et donc, une des choses que j'avais notées, c'était une certaine forme, le deuil d'une certaine forme d'animisme. En étant devenue malade chronique, en étant devenue handicapée, même si j'ai réussi à sortir du stade qui est appelé bedbound, je touche du bois sous la table, et en français on dirait, je pense, alité, donc je suis plus complètement cloîtrée à domicile et plus complètement allongée tout le temps, il y a des choses que je peux plus faire. Qu'est-ce que ça change dans mes pratiques? Ça a changé énormément de choses. Ça a été vraiment un raz-de-marée. Et c'est pas simple. Et il y a des tonnes de choses que j'avais même pré-travaillées quand j'étais... J'allais dire quand j'étais plus jeune, mais pas que. Je veux dire, même en 2020 ou en 2021, je veux dire, quand j'offrais les rituels et que je proposais aux gens de faire des petits gestes de leur côté en nous accompagnant, en termes d'offrande ou en termes de ce qu'ils pouvaient faire à côté... Enfin, pas à côté de moi, mais chez eux, puisqu'ils étaient, encore une fois, c'était du virtuel. Mais quand on adapte une offrande, on adapte aussi une offrande par rapport à ses restrictions alimentaires, ses addictions, plein de choses comme ça. Et si on veut allumer une bougie ou de l'encens, parce que moi je travaille avec des bougies, j'avais déjà dit, alors je sais, les bougies, c'est pas pour tout le monde, il y a des personnes qui sont asthmatiques, la paraffine c'est mort, parfois même en dehors de la paraffine, la question de ce qui se dégage d'une mèche brûlée, c'est pas possible. Les bougies parfumées, parfois, les parfums, en fait, ils peuvent être gênants, selon le profil, j'allais dire respiratoire, mais l'état des organes ou pas, ou même d'autres pathologies. L'encens, c'est encore pire, c'est encore plus compliqué que les bougies pour plein de gens. Il y avait des réflexions que j'avais déjà. Mais c'est différent d'avoir réfléchi à des choses possibles, dans l'état des possibles, et puis de se retrouver face en disant ben là j'ai éteint ma bougie et puis j'ai touché pendant 15 minutes et je suis irritée sur tout le trajet de la trachée, quoi. Donc il y a un fossé quand même. Et du coup de se dire ouais mais moi je sais pas, j'ai un stock d'encens massif parce que je venais de le refaire juste avant. J'ai toujours pratiqué comme ça, j'adore les odeurs, j'adore l'encens, j'adore entendre le truc répéter, et en plus j'en ai plein, qu'est-ce que j'en fais si je peux plus les utiliser? Et quelles étaient la fonction, ou les fonctions, que remplissaient les encens, et par quoi je le remplace? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que ça va me convenir au niveau sensoriel? Est-ce que ça va me convenir au niveau énergétique? Et là on est dans une autre conception, parce qu'on est dans le non-rationnel. C'est pas la physiologie, c'est pas la maladie, là, c'est qu'est-ce que je ressens énergétiquement en tant que médium et en tant qu'énergéticienne quand j'allume l'encens et quand je lui ai donné telle fonction. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que quand je prends un autre objet pour remplir la même fonction, est-ce que je ressens la même résonance ou pas? Ben, souvent non. Donc il y a ça. Bon voilà, là je donnais les exemples que j'avais pas mis dans ma feuille de notes par exemple de septembre, j'y pense maintenant, mais il y a plein de choses qui peuvent changer, je sais pas, des objets qui peuvent être très lourds, que j'utilisais à une époque et que je peux plus du tout porter. Alors j'avais acheté un super chaudron en fonte pour pouvoir utiliser en extérieur, pour pouvoir mettre des trucs dedans en étant sûr de rien cramer, ou pour avoir un récipient ignifuge chez moi, pour pas avoir peur de cramer des trucs, les rares fois où j'avais besoin de faire cramer des trucs, bah laissez tomber quoi. Le chaudron en fonte maintenant, je peux pas le porter.
Donc qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde? Est-ce qu'il faut que je lui trouve une station fixe et que j'ai jamais à le bouger pour certaines occasions? Euh, tout est à revoir, tout est à revoir. Vraiment en fonction de tous les aspects. La régularité évidemment des pratiques, à quelle fréquence est-ce que je peux faire ci ou ça, l'atrophie des muscles qui pose des problèmes, y compris notamment, on n'y pense pas, mais les muscles, si ça touche tout le corps, ça touche aussi la cage thoracique, ça touche aussi le diaphragme, et donc par exemple, je fais des pratiques chantées. Actuellement, depuis, ça a été très compliqué les pratiques chantées. J'ai dû quasiment les supprimer parce que j'avais des problèmes au niveau de la voix. Alors, est-ce que c'est les cordes vocales? Est-ce que c'est l'inflammation aussi? Voilà, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'était hyper dur. Et en plus, en termes sensoriels, c'était insupportable parce que j'avais beau avoir appris à chanter, j'ai beau avoir une oreille musicale, etc., je n'arrivais pas à produire les notes que je devais faire. J'obtenais un autre son. Alors, il pouvait être proche ou pas, mais au mieux des cas, je chantais à peu près ce que je voulais, mais faux, quoi, en gros. Et moi, j'entends toutes les fausses notes, je peux pas supporter ça. Je peux pas supporter les fausses notes. Donc, au niveau de l'oreille, c'est pas... C'est juste désagréable. Quand on sait que la note est fausse et que ça devrait pas être ça, enfin, ça s'entend, c'est horrible. C'est horrible. Donc, je pouvais pas. Donc, il y a par exemple ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire au moment où je l'ai écrit, donc là, j'entre dans la suite, je vais changer un peu. Je vais avancer en tout cas dans la thématique, quand j'avais mis le deuil d'une certaine forme d'animisme, qu'est-ce que je voulais dire? Ben là, il était plutôt lié à la relation aux esprits. Parce que quand j'ai mis animisme, c'était ça que je voulais dire. Donc de quels esprits on parle et qu'est-ce qui change? Et en fait, c'était en relation avec ce tarot-là. C'est pour ça que je l'ai obtenu à cette période-là. Et que je voulais en parler dans cette vidéo au mois de septembre au départ. Pour moi, pendant de très nombreuses années, le rapport aux esprits, il avait beau pouvoir se faire à distance, il avait beau, voilà, parce que comme dit, je suis énergéticienne, médium, etc. Je peux observer des lieux à distance, je peux contacter les esprits qui, eux, n'ont pas de distance, de séparation dans l'esprit et le temps. Je peux aussi faire des voyages, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais, malgré tout, il y a toujours eu une connexion, une relation avec les esprits dans l'environnement au quotidien. Et ça veut dire tout. Ça veut dire les plantes, les animaux, les oiseaux, tout ce qui se rapporte à l'eau, à la terre, à la météo, à des lieux en ville, des lieux pas en ville. Enfin, c'est vaste en fait. Je ne vais pas pouvoir tout développer. Or, quand il s'est trouvé que je ne pouvais plus sortir, comment est-ce qu'on fait ? Et ça fait partie d'un des articles que j'avais commencé à rédiger justement, je pense au mois d'avril. J'avais dû en parler un tout petit peu avec Katou, je l'ai peut-être cité à un endroit, je sais plus. Mais je me sentais si fragile, je me sentais si vulnérable d'écrire ça que j'ai jamais réussi à le terminer et à le publier. Mais c'était cette question-là. Si l'animisme, c'est une relation avec son environnement, avec son territoire, mais que la maladie nous coince à la maison, on fait comment? Comment est-ce qu'on relationne un esprit quand on ne peut pas aller le voir sur son territoire, quand on ne peut pas aller voir des représentants de qui il est, quand on ne peut pas s'appuyer à son dos, méditer avec lui. Alors là, je pense plutôt à un arbre. Il y a certains lieux qui sont très souvent représentés par des grands arbres, et donc on a tendance à travailler avec les arbres en question pour travailler avec le lieu en entier. Ça dépend. Mais ne serait-ce que vouloir travailler aussi avec des esprits des plantes, parce que j'ai plein de plantes alliées, parce que des fois il y a des plantes qu'on va ramasser dans la nature en petite quantité, en essayant d'être respectueux, de faire offrande, etc. Mais on peut les prendre dehors. Ou pour réussir à, je ne sais pas, travailler aussi avec des plantes séchées qu'on peut acheter en herboristerie ou quoi, on peut avoir besoin parfois d'aller voir la plante vivante pour rafraîchir la connexion, pour essayer de travailler avec son esprit. Parce qu'il y a aussi plusieurs types d'esprit plante. Est-ce qu'on a un esprit plante symbolique, général? On a le grand esprit de, je sais pas, du thym. Mais on a aussi l'esprit de cette plante thym là devant moi plantée à cet endroit. Il y a, même en animisme, en fait, il y a sur un esprit qu'on illustre là par un nom. En fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs esprits thym, il n'y a pas juste un esprit thym. Et parfois, si on veut, comme dit, rafraîchir sa connexion avec l'esprit thym dans son entier, on peut vouloir aller en voir un représentant local, un spécimen local, pour mieux le sentir, l'apprécier, des choses comme ça. Mais si on peut plus sortir,
qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, on peut sortir, mais un peu ou pas assez. Est-ce qu'on peut marcher? Est-ce qu'on peut faire du vélo? Est-ce que le rapport au territoire, il est le même quand on marche, qu'on prend son temps, qu'on regarde, qu'on peut aller, je sais pas, marcher en dehors de la route bétonnée et puis qu'on peut aller dans l'herbe, qu'on peut aller sous un arbre, qu'on peut descendre une pente? Déjà, si on est à vélo, ça on le fait pas. Et puis si on peut ni marche ni vélo, si on est en fauteuil roulant, du coup, en l'occurrence, comment est-ce qu'on fait? Si les seules routes qui sont accessibles, déjà, elles sont en ville, et la ville c'est grand, des fois il y a des espaces verts, des fois, quand on a de la chance il y en a, quand on a moins de chance il n'y en a pas, mais malgré tout, si c'est pour aller marcher en plein milieu d'un fourré, pour avoir le rapport à l'humus, aux champignons qui sont en train de se former, etc., vous y allez pas avec votre fauteuil roulant. Ou alors, encore une fois, il y a des techniques, il y a des apprentissages, des savoirs du fauteuil roulant que présentement je n'ai pas. Alors surtout si vous les avez, faites-vous une joie de me les partager. Mais ouais, j'ai pas un fauteuil roulant cross qui pourrait me permettre d'aller en dehors des routes en fait. Et il y a des routes qui sont aussi très loin, qui sont en dehors des trajets des transports en commun. Si la pratique animiste, c'est d'aller dans un environnement citadin, parce que je travaille aussi avec des esprits de la ville, ça va. Et si c'est travailler spécifiquement et être au contact, que je peux toucher avec des esprits végétaux, avec des esprits naturels, non bétonnés, etc., là, ça devient plus compliqué. Et avoir accès à un écosystème dans son entier, si on n'a pas la liberté de se déplacer ou d'aller dans la nature, c'est pas simple. Parce que j'avais des lieux que j'appréciais beaucoup, qui sont en dehors de la ville, auxquels je ne peux plus accéder du tout, là c'est sûr. Il y en a où il faudrait voir, où je suis en train de faire appel à plein de gens, demander des témoignages, vous êtes allé à tel endroit, la route était comment, c'est quelle largeur, rassembler, vous voyez, des témoignages comme ça pour essayer d'envisager, est-ce que je pourrais espérer y aller en fauteuil roulant, éventuellement prendre des photos d'ailleurs aussi. Donc c'est pas simple. Et là, il y avait plusieurs choses. Il y a dans les pratiques animistes comment on gère ce changement, comment on gère cette perte, et de quelle perte on parle. Donc il y a la perte de certaines pratiques, donc par exemple la marche comme pratique animiste essentielle. Vraiment, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je l'ai perdu et je me suis sentie si bête. Mais dans ma vie, je me rends compte de la présence, la prégnance de la marche pendant des années, des années, des années. Même bien plus que du vélo en fait. Et je marchais tellement vite et je pouvais parcourir des tellement grandes distances, je m'étais jamais fait la réflexion. Mais du coup, quand on marche et qu'on est le fait d'avoir son pied sur la terre et de marcher, c'est vraiment particulier. Et il y a une question de rythme aussi, qu'on voit pas la même chose quand on est à vélo ou quand on est en marche. On regarde pas pareil, on connecte pas pareil aux choses. Alors, il y a des proximités, hein. On va pas dire que c'est complètement différent, hein. Là, je fabule pas, mais il y a quelque chose de différent. La marche était vraiment... Et c'était un truc aussi qui était assez mauriganien. À une époque, j'y avais réfléchi, et je sais plus si j'avais terminé cet article ou pas, mais il y avait un rapport au territoire, la question de vraiment d'errer sur le territoire, d'arpenter le territoire, du rapport à la terre, le petit T, puis le grand T. Et la question que la Morrigan serait quand même une déesse de la souveraineté de la terre, et qu'est-ce qui se passe en termes énergétiques, des circulations, puis j'avais travaillé aussi avec les esprits du lieu, etc. Comme dit, qui peuvent avoir des surfaces très étendues, parcourir une forêt, un bosquet, ou alors carrément, je sais pas, un champ, ou alors ça peut être un département dans son entier. Il y a plein d'échelles, il y a plein de choses. Mais donc il y avait la question de la perte de la marche. Ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir, déjà l'acte en lui-même, mais comme dit, ne plus pouvoir marcher comme pratique spirituelle animiste, comme rencontre, connexion médiumnique, ou même juste connexion à la nature en sens de la voir, la ressentir, ne plus avoir accès aux odeurs, ne plus avoir accès aux couleurs, ne plus avoir accès à la météo en fonction des saisons. Il y a aussi une déconnexion avec les saisons qui se fait quand on peut plus sortir. Alors ça dépend, parce qu'il y a des choses qui peuvent toucher le logement, ça c'est encore d'autres réflexions en fonction des saisons, mais en tout cas on perd l'accès à la saison à l'extérieur. La saison, la nature au rythme des saisons, même la ville au rythme des saisons, des choses comme ça. Et donc en dehors de ces pratiques-là, il y avait aussi la question du rapport à la nature, évidemment, des écosystèmes, plantes, animaux, lieux. Quand on veut avoir une pratique animiste avec des lieux, mais qu'on ne peut pas s'y rendre, comment est-ce qu'on fait?
Ça, c'était vraiment un choc pour moi de se dire, et aussi de réfléchir aux contenus tels qu'ils sont produits par la masse actuellement, d'influenceuses, d'influenceurs, de tout biais néo-païens, wiccans, polythéistes, animistes, où tout est question du rapport à la nature, d'aller dehors. Il y a aussi la question, ça c'est encore autre chose, du fantasme de la nature, comment on définit la nature, etc. Et, et toujours d'aller à la rencontre, de marcher, d'embrasser des arbres, tout ce que vous voulez. Enfin, tout ça est vu dans une perspective du coup qui n'inclut pas le handicap, qui n'inclut pas les gens qui ont des douleurs, en fonction de la météo qui va être humide ou pas, qui n'inclut pas les gens qui ne peuvent pas marcher longtemps, qui n'inclut pas les gens qui peuvent juste pas, comme dit, qui sont en fauteuil, qui peuvent pas pratiquer certaines routes. J'ai même regardé un peu du coup comment étaient faits les cercles par exemple de pratique dans certaines régions, y compris autour de moi, en me disant est-ce que ça pourrait faciliter, mais au final de ce que j'ai vu, les gens il faut toujours prendre la voiture, donc les gens qui conduisent pas c'est mort, se retrouver à tel endroit, et même si éventuellement on se retrouve à tel endroit, il y aura toujours de la marche, il y aura toujours un chemin caillouteux de merde, il y aura toujours des choses en hauteur avec des pentes, de la montagne, je sais pas quoi, c'est pas pensé. C'est jamais pensé pour le handicap en fait. Et pas juste le mien, même si là moi je réfléchis au mien, mais je vois bien que même pour d'autres choses, la durée de la marche, le fait de faire des pauses, combien de temps ça dure, enfin c'est massif quoi. C'était une réflexion assez massive. Et je m'étais demandé aussi quel était mon propre biais de la nature, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle la nature? Est-ce qu'il faut forcément qu'elle soit sauvage, machin? Est-ce qu'il faut forcément qu'elle soit en dehors de la ville, qu'il n'y ait pas d'humains, je sais pas, qu'elle soit pas travaillée? Est-ce qu'il faut qu'elle soit entretenue? Est-ce qu'une forêt qui est une forêt d'exploitation, ça compte ou pas? Plein de choses comme ça. Moi, j'ai pas forcément... Je pense que des jardins citadins entretenus, y compris des jardins botaniques avec des plantes qui sont pas de chez nous, malheureusement, bah, ça compte quand même. C'est juste que parfois, moi, j'aimerais bien relationner avec les plantes, comme dit, du territoire où j'habite, des plantes natives, etc. Et ça, à moi d'avoir un jardin qui, justement, fait une sélection, fait une préservation des plantes locales, en général, les jardins botaniques, c'est plutôt des trucs externes, c'est des trucs qui datent du 19e avec des plantes importées. Donc on peut pas connecter à certaines essences dans ces choses-là. Et qu'on peut relationner ensuite en ville. L'animisme en ville, c'est encore une autre thématique que j'avais hésité à proposer, mais j'étais pas trop sûre de comment, j'étais pas trop sûre de qui va marcher avec ça, justement parce qu'il y a beaucoup de choses fantasmées sur le naturel, mais quand on habite en ville, en tant qu'animiste, il y a plein d'écosystèmes différents, mais on a des écosystèmes, clairement, qui sont au milieu du béton, hein, béton et autre chose, et qui incluent de temps en temps des arbres, des animaux, etc. Mais comment on fait avec ça? Est-ce qu'on s'en satisfait? Est-ce que... Il y a plein de choses. Dans mon cas, il y a le fait que j'ai pas grandi en ville. Donc il y a une perte aussi à ce niveau-là, parce qu'au fur et à mesure de ma vie, même quand j'ai bougé dans des grandes villes, j'essayais toujours de rattraper et d'aller chercher du vert à l'extérieur, d'aller chercher des arbres, de la nature, des horizons, pas des buildings, pas des trucs où on voit que des bâtiments, quoi. Parce que ça me faisait du bien. Je pense qu'on peut très bien se sentir bien en ville, c'est pas le problème. C'est juste que j'avais un manque si je n'avais pas ça. J'avais besoin d'aller dans ce type d'environnement. Et ça n'est plus possible. Et du coup, ça implique aussi une perte d'alliés ou une perte de contact, comme dit, avec des esprits, sans même forcément travailler régulièrement avec eux. Mais la question de la relation et de ne plus pouvoir les voir, plus pouvoir aller physiquement, c'était particulier. Du coup, j'ai changé la sélection en essayant de refléter différentes réflexions. Donc comme dit, il y a le fait que j'ai vu beaucoup de nature pendant toute une partie de ma vie et qu'elle me manque parce que j'ai changé de type d'habitation et que j'avais des habitudes. Ces habitudes que j'ai conservées du coup, même en habitant par la suite en grande ville, en essayant de retourner voir des lieux plus naturels, ou en tout cas avec une densité de plantes plus grande, pour compenser ce manque. Quand il arrive plus, quand c'est plus possible à compenser, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et j'avais réfléchi aussi au concept de nature, un peu, en tout cas j'ai essayé avec ce livre-là, enfin pardon, ce tarot, j'ai essayé de réfléchir à la question de l'automne aussi, et où vraiment j'ai vu une différence énorme, un des jours où je suis sortie, et j'ai pu sortir, et où j'ai été au contact sensoriel, de la nature et de la saison. Vraiment où l'automne m'avait prodigieusement manqué,
parce que j'avais besoin de cette odeur de feuilles mortes, tantôt mouillées, tantôt sèches, selon la nature des arbres, des feuilles, enfin des essences d'arbres dont on a les feuilles par terre. Les feuilles n'ont pas non plus la même odeur, il y en a qui sont épicées, il y en a qui sont plutôt herbeuses, enfin herbacées. C'est incroyable. La question du rapport à la météo, quand il fait humide ou pas du tout, quand il fait sec, retrouver du brouillard, parce qu'en plus j'ai des divinités avec lesquelles ça peut matcher, c'était énorme. Et vraiment, ça m'a rempli d'une émotion qui était énorme, et ça m'a rempli aussi au niveau énergétique. Donc ça me questionne aussi en termes plus je sais pas comment dire ça, de santé énergétique, si je peux dire ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on absorbe en étant en contact? Est-ce qu'il y a des choses qui nous rééquilibrent? Et que du coup, si on n'a plus ce contact-là, est-ce qu'on a un déficit? Est-ce comme la vitamine D, si vous voulez, est-ce qu'on peut avoir un déficit? Est-ce qu'on peut manquer d'équilibre si on ne compense pas d'une certaine façon? Reste à savoir comment je pourrais compenser ou ne pas compenser, et si je peux pas compenser, comment je fais. Voilà, ça c'était autre chose. Et donc suite à cette question sur la nature, est-ce qu'il y a quand même un fantasme de la nature, c'est quoi, machin, je réfléchissais aussi au fait que j'avais d'autres jeux sur la nature, et je me suis mis à me dire, ça, dites-moi si c'est le cas, ça pourrait peut-être être intéressant de faire une vidéo thématique entièrement dédiée sur les jeux nature de ma collection. Parce qu'il y a les jeux avec des plantes, mais en fait il y a des jeux où c'est pas juste les plantes, il y a aussi les animaux, où il y a aussi les lieux. Et je me suis rendu compte que cette partie de ma collection était assez grande, et qu'on pouvait aussi la sous-catégoriser, et probablement, en y réfléchissant du coup, obtenir quelques réponses à ces choses, voyez. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des choses qui reflètent plus le passé dans certains jeux, il y a des choses qui reflètent plus ma vision de maintenant, la question des fleurs, de la terre, des animaux, des paysages, mais même différents types de paysages. Et ça, c'était la chose sur laquelle j'étais arrivée dernièrement, en me disant, ces deux jeux-là de Claire Mac, en fait, ils me renvoient à une espèce de nature désincarnée, justement. Ils me renvoient pas à des plantes, ils me renvoient pas à des essences précises, à des choses que je connais. Ils me renvoient à une forme d'idée, ou à une forme de concept de la nature, à une forme de concept de saison. Ils sont très énergétiques pour moi, mais du coup ils sont moins incarnés. Donc ils pourraient peut-être répondre à certains types de travaux, ou ils pourraient peut-être m'aider à réfléchir comment est-ce que je peux me reconnecter sans pouvoir me déplacer. Bon bah là clairement on a les jeux qui sont ultra figuratifs, qui vont peut-être m'aider à me connecter à certaines essences du coup, qui vont être les animaux ou les plantes. Est-ce que obtenir des jeux botaniques dans ma collection, au départ je trouvais ça redondant, et je me suis dit je vais quand même pas me mettre à amasser ci et ça. Mais si je n'ai plus la possibilité de trouver les plantes dans leurs environnements, de relationner avec, etc., est-ce que le jeu, par travail méditatif ou autre chose, ou énergétique, peut me permettre de honorer une plante, ou d'essayer de relationner avec elle sans aller la voir? Est-ce que ça peut me servir d'ancrage à une énergie? Bon, il y avait des réflexions comme ça sur les jeux plus figuratifs. Là, on a un jeu saisonnier, donc c'est encore autre chose parce que c'est le rapport aux saisons. Et puis, on a les jeux pour toutes les fêtes, donc toutes les saisons, donc c'est encore différent. Et en plus, il y a une éventuelle vidéo où je m'étais interrogée de faire une analyse critique de la série. Et alors là, j'avais essayé de prendre des notes, mais c'est tellement vaste, je sais pas trop comment m'y prendre, par où commencer, est-ce qu'il faudrait faire des bouts J'ai pas envie d'être maladroite non plus dans ce que je dis, parce que ça n'est que mon point de vue, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'aimer, mais il y a aussi des choses que même moi j'aime, parce que je les ai gardées, donc c'est compliqué, bref. Ça, ce serait pour le versant plus saisonnier. Et donc pour ça, je m'étais interrogée sur le rapport au paysage, où du coup, l'impression d'être enveloppée dedans. Contrairement à un jeu qui soit, comme dit, en fait plus archétypal ou désincarné, abstrait un peu, ou une idée de la nature, ou des principes de nature, ou contrairement à un truc qui va montrer un représentant de la nature, là, je peux avoir l'impression d'être dedans. Et je me suis rendu compte que la question du paysage était redevenue plus forte, et qu'elle m'intéressait pour justement le manque de contact, en fait. Le manque de je ne peux pas me rendre à tel endroit, je ne peux pas me rendre ça, je ne peux pas en bénéficier, ou peu. Il y a quelques aménagements possibles, mais pas tous. Donc, est-ce que en fait c'est ça qui m'a attirée chez lui? Est-ce que c'est ce qui me rend? Est-ce que c'est ce qui me renvoie?
et quelle différence aussi avec d'autres jeux que je pourrais avoir où il y a un peu des paysages. Donc je me suis rendu compte que les paysages c'était pas si courant que ça, parce qu'il y a toujours des personnages, il y a toujours quelque chose, donc vraiment purement un paysage, c'est pas simple. Même si les vieux jeux de Philippe Cargom du début des années 2000, avec tantôt des plantes, tantôt des animaux, c'est une petite scénette. Donc on a quand même en fait un paysage dedans. Mais on a bien la plante au centre ou l'animal au centre comme une emphase, quoi. C'est ça la pièce maîtresse de la carte. Derrière, on a un fond qui est travaillé, mais devant, on voit bien qu'il y a quand même ce truc personnifié, important. Mais voilà, éventuellement, ces cartes-là, elles auraient du paysage, elles seraient peut-être moins centrées sur la représentation d'une essence. Et j'en avais une autre idée, je sais plus laquelle c'était. Bon, il y a quand même quelques exceptions comme ça, mais j'avais aussi ce jeu-là dont je parle jamais, parce que j'ai pas envie de faire envie aux gens, et j'ai peur que ça les frustre, parce que les jeux extrêmement rares et épuisés, c'est toujours un peu difficile. Je suis en train de me demander s'il y a des personnes que ça pourrait intéresser, au sens où, si elles le voient manier, en fait, ça peut leur montrer à quoi est-ce qu'il peut ressembler, qu'est-ce qu'il peut donner, donner des exemples de tirages, et quelque part, notamment quand il y a des tirages avec des jeux épuisés, ça permet un peu de les expérimenter. Même si on les a pas chez soi, donc on peut pas faire son tirage avec sa question, etc. Mais on peut quand même voir comment y répondre en tirage. Et quelque part, je trouve que c'est une jolie façon de les faire vivre et de les faire perdurer. Parce qu'ils sont trop rares ou ils sont épuisés, mais ils peuvent toucher plus de gens en faisant ça. Donc j'étais en train de chercher une approche à ce sujet. Mais quand c'est vraiment parler d'un deck trop précis, et c'est parler du deck sans lui donner de la maniabilité, enfin sans donner de la maniabilité aux viewers comme ça, j'étais entre deux. Mais en tout cas, celui-ci, il est clairement sur les paysages. Mais du coup, je me suis fait la réflexion, c'est les paysages qui sont très très différents. Donc évidemment, là, on a de la peinture classique, là, on a de la peinture totalement moderne, donc c'est encore autre chose. Mais ils avaient l'air de répondre en fait à deux fonctions différentes. Il y en a un qui est de la tradition, c'est marqué là, Storm and Wonder, donc ça vient de l'allemand, c'est Sturm und Drang ou quelque chose comme ça, mais c'était un mouvement romantique. Le mouvement romantique, il est né en Allemagne, avant la France en fait, et avant l'Angleterre il me semble. Et donc c'est la question de qu'est-ce que c'est que le romantisme, hein, le rapport aux émotions exaltées, le rapport au soi, etc. Donc quelque part c'est un jeu qui pourrait, c'est juste une possibilité, se prêter plus à un travail émotionnel, un travail psycho-émotionnel interne. Et comme dit, il va être un peu dans l'exaltation, etc. Est-ce que c'est réaliste du coup? Il y a certains paysages qui sont effectivement réalistes, quelque part, je veux dire, les essences d'arbres ou les lieux qui sont représentés, ils sont tirés du réel, mais il y a aussi, dans du coup, la peinture romantique, ça a des codes, ça a des critères, et il y a certaines choses qui seront donc dites exaltées ou pas. Et je voulais voir la différence avec un jeu comme celui-ci qui n'exalte pas. Et contrairement à celui-ci, du coup, ou au jeu de ce type, j'ai vraiment essayé de réfléchir comme ça, contrairement au jeu de ce type-là, il est pas réaliste en fait. Et je me suis étonnée en me disant, ah mais pourquoi est-ce que j'ai été si attirée par ce jeu et qui me faisait tant envie, si au final c'est un style qui est très moderne et qui est beaucoup plus fantasy. Plutôt que d'avoir un truc qui va rappeler le rapport à la nature direct avec des essences réalistes. Ça, c'était très curieux pour moi. Et il y avait quelque chose que je voulais dire que j'ai oublié. Alors, je vais remettre les choses au propre sur ma table et je vais essayer de me rappeler de ce que je voulais dire. Bon, j'ai pas réussi à retrouver ce que je voulais dire. Je suis désolée. Donc, je vais enchaîner. Sur ce tarot-là qui effectivement, je disais, n'est pas réaliste. Et donc je m'étais posé des questions. Petite chose avant de poursuivre, je voulais faire une dédicace à tous les patriotes de août et septembre, début septembre 2024. Ce sont vos fonds qui m'ont permis de m'acheter ce jeu. Voilà, donc je voulais vous le dédier, j'étais vraiment heureuse que j'ai pu le faire. Et que j'ai pu me le permettre quand c'est pas évident. Comme ça, ça a pu me nourrir. Donc je vous remercie beaucoup de votre soutien, y compris les personnes qui sont parties depuis, parce que je sais que les temps sont durs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai donné la date, août et septembre 2024. Vous êtes les personnes qui m'avaient permis de me procurer ce jeu. Voilà, parenthèse fermée. Je pense que je commence à fatiguer. Ce jeu-là, il y a aussi autre chose
qui était un peu différent et qui tire dans des choses, dans des sujets qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Donc on va placer le petit disclaimer ici. Il est question de réchauffement climatique. Donc je ne vais pas entrer dans des détails, particulièrement des causes scientifiques ni rien des descriptions, mais je pense que dans ce jeu-là, il y a à la fois la question du rapport à la nature. Qu'est-ce que la nature? Quelle nature est-ce que j'apprécie? Comment je peux faire pour relationner avec la nature quand je peux plus m'y rendre, etc., etc. Donc clairement d'avoir des jeux, d'avoir des représentations, alors ça pourrait être aussi des tableaux, je regarde vraiment, enfin j'essaye en tout cas de beaucoup regarder de créateurs, créatrices en ligne, de suivre leurs travaux, de m'imbiber de leur art, parce que vraiment ça me nourrit et ça me fait un bien fou, et notamment les artistes qui sont extrêmement doués pour faire des paysages ou des scènes, mais où on voit des représentations de nature. Et donc je me suis rendu compte que j'ai peut-être besoin de m'entourer plus peut-être de ça, d'avoir un jeu qui va me changer un petit peu, et dans ce jeu-là particulièrement, je pense que même s'il est moderne, même s'il a ce côté fantasy là un peu sympa, je pense qu'il contient une énergie ou une trace émotionnelle que moi j'ai interprétée de la façon suivante. Ça peut m'être personnel, ça peut ne pas être lié du tout à d'autres ressentis, mais je lui trouve une énergie, en fait, de deuil. Et c'est pour ça que je l'avais calé avec l'autre bouquin, quand j'ai fini par mettre le mot dessus et que j'avais présenté ça dans la vidéo. Je trouve que le tarot Landscapes, il exude, c'est le mot anglais, il évoque une énergie, en fait, de perte un peu, ou au mieux de nostalgie. Au plus joli, quoi, parce que la nostalgie, encore, ça va. Mais il sent déjà un peu le regret, ou il a un côté Twilight. En français, on dit crépuscule. Il a un côté crépusculaire pour moi. Pourtant, il y a des cartes printanières, il y a des cartes estivales, pas de problème. Hein. Mais ce que je ressens de lui, son énergie, pour moi, c'est crépusculaire. C'est le déclin de la nature. C'est le déclin du jour, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je l'avais mis aussi dans la sélection pour l'automne, parce qu'il a ce côté... crépuscule en symbolisme, c'est souvent associé effectivement à l'automne, la fin de quelque chose, la nature qui va se rendormir, mais là on n'est pas juste dans la nature qui va se rendormir en fait, on est dans la nature qui meurt. D'où le fait que j'ai parlé de écologie, de réchauffement climatique, et donc là on est dans la question de solastalgie, la nostalgie de la nature, l'angoisse vis-à-vis de la nature qui disparaît, les questions d'écocide, ce genre de choses. Il y a un petit mot, il me semble, hein, si je me trompe pas, qui le mentionne quand même dans le livret, dans l'introduction. Ça mentionne bien le fait que la nature n'est pas forcément bien en point. Moi je sais que je vis très mal la disparition des espèces, justement animales ou végétales. Alors on se penche moins sur les végétaux, mais et par exemple les poissons, souvent c'est pas un truc où... Enfin c'est rare que les gens se ressentent de l'affection ou un attrait particulier pour les poissons. Les insectes c'est pareil ceci dit, mais par exemple dans la mer, on a perdu un nombre d'espèces marines énormes. Les insectes effectivement sont en très mauvais plan, et c'est très inquiétant pour la question de l'agriculture et la question du fait de réussir à se nourrir dans les temps qui vont venir en fonction des continents. La question des abeilles, ça je pense que vous êtes un tout petit peu au courant, mais il y a des oiseaux, les espèces d'oiseaux, de me dire que, je sais pas, les personnes autour de moi qui auront des enfants ou qui en ont déjà, quand ils vont grandir, ils n'auront jamais vu, je sais pas moi, en fonction de la vitesse du déclin, des oiseaux qui étaient des passereaux très communs quand j'étais enfant, soit le chardonneret, soit même le rouge-cœur, je crois qu'il y en a plus beaucoup, enfin, de me dire que pour eux ce sera soit des oiseaux extrêmement rares, soit ils en auront pas vu, il y en aura plus. C'est dingue, c'est vraiment ça me... Donc voilà, des questions comme ça, et donc forcément la question aussi de est-ce que si, ça c'est encore une autre question, est-ce que si je ne peux pas retourner dans la nature parce que physiquement je ne peux plus, est-ce que si physiquement avec le fauteuil on n'a plus accès à certaines choses, est-ce que je les aurais vues pour la dernière fois? Est-ce que le temps que je trouve une adaptation, une adaptation, des adaptations, est-ce que le temps que je sais pas, j'espère, par je ne sais pas quel miracle, guérir d'une maladie orpheline, qui par principe ne se guérit pas pour l'instant, je puisse retourner avec mes petites pattes voir des choses, hein. Donc c'est...
ça, je pense qu'il y a ça aussi qui se joue. Est-ce que c'était la dernière fois? Qu'est-ce qui aura disparu quand je pourrais y revenir? Et si j'y reviens pas non plus, encore une fois, si c'est pas possible, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et si de toute façon je n'y peux rien, si malgré les adaptations qui se trouvent avec un fauteuil, etc., malgré l'endroit où je vis, malgré les... Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes d'accès, de coûts, il y a des problèmes de plein de choses. Si pour toutes ces raisons, même si j'ai cherché le maximum d'adaptations possibles, si on peut pas, si c'est hors de ma portée, et ça c'est aussi gros sujet du deuil, c'est de laisser aller. À partir du moment où je n'y peux rien, c'est trop tard en fait, je peux pas. Et qu'est-ce qu'on fait face à ce sentiment d'impuissance? Donc il y a vraiment des choses qui sont en miroir là, dans la question d'avoir perdu moi mon accès à la nature et dans la question de la nature qui n'est pas en très bon point et qui se disparaît et de comment on la représente là-dedans, de est-ce qu'on la fantasme ou pas. Peut-être qu'on aurait besoin aussi de jeux qui nous parlent de la nature en ville et de comment représenter la ville pour nous faire un peu rêver, pour nous faire un peu à la fois quelque chose qui ne soit pas forcément fantaisie, qui soit ancré dans le quotidien, qui soit ancré dans le réalisme, mais qui nous montre un peu, c'est pour ça que je pense que j'entends rêver, qui nous fasse rêver un peu ce que la ville pourrait être. Une ville qui soit pas complètement bétonnée, une ville avec le fameux plan canopé, avec le plan verdure, avec des parcs, et puis peut-être aussi avec de la verdure en dehors des parcs, des trucs sur les façades, des trucs sur les toits, la place des animaux, ne serait-ce que les pauvres pigeons qui ont été le meilleur ami de l'homme pendant longtemps, et puis finalement, on les a foutus dehors, et maintenant tout le monde déteste les pigeons. Ça, vous pouvez chercher aussi l'histoire des pigeons, c'est très triste. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. J'avais même noté que la question de voir une nature crépusculaire, le rapport au symbolisme du crépuscule, le rapport à l'automne, etc., nature et tout, il y a beaucoup de choses de ce style, il me semble, dans l'œuvre de Tolkien, que j'apprécie beaucoup. C'est pas peu de le dire, et j'ai fait énormément d'études, en fait, tolkienistes, et je pense me souvenir quand même qu'il y a matière. Parce que l'œuvre de Tolkien, qui est basée sur... On peut lui dire que c'est rétrograde, on peut lui dire que c'était complètement conservateur, etc. Mais sa vision de l'industrie qui vient détruire la nature, alors on peut dire que c'est fantasmé, mais voilà, je donne juste le point de vue, et qui vient massacrer la campagne anglaise, détruire des chemins de promenade, détruire des territoires, etc. Mais en dehors de ça, il y avait aussi la question de la guerre. Que fait la guerre au territoire ? La question des bombes, la question des tranchées, la question de plein de choses. Bon. Et dans son œuvre, il y a des trucs plus métaphoriques. Si on n'a pas envie de revenir à l'histoire de Tolkien, entre guillemets, lui en tant qu'humain, eh bien, les rapports des hommes à la nature, le rapport des elfes à la nature, le rapport des nains à la nature, c'est très très différent. Les nains et la montagne, les nains et les arbres, les elfes et les arbres, mais même tout le reste. Les questions de la terre du milieu qui décline ou pas. Qu'est-ce qui est la puissance qui nourrit la vitalité de la Terre du Milieu ou pas, la question de certains artefacts magiques, la question de la présence de certaines races ou pas, les elfes qui doivent rester ou doivent partir de la Terre du Milieu. Il y a aussi ce côté-là, en fait. Il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. Je m'étais demandé si en le couplant avec des jeux tolkieniens, des jeux qui représentent le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça pourrait donner des trucs intéressants. J'étais pas sûre de ça, je vois que j'avais mis plein de points d'interrogation dessus, donc... ou en fait je m'étais dit que ça pourrait être pertinent mais je me sentais pas de le faire, j'ai pas mis d'exemple, c'est peut-être personnel mais je le livre, voilà, comme ça au moins je serais allée au bout de mes notes. Je suis désolée, c'était vraiment pas très très rigolo comme réflexion, mais on est dans le deuil quoi, donc le deuil ça appuie quand même là où c'est pas très agréable. Peut-être que je rajoute au pire un petit fragment de vidéo au début pour préciser en disclaimer qu'on va parler de sujets un peu difficiles. Ce sont des exemples, il y aurait mille choses à dire. C'est pareil, si par chance vous passez par là et vous vous reconnaissez dans les questions d'accessibilité pour d'autres raisons, pour d'autres symptômes, d'autres maladies, n'hésitez pas à vous signaler. Ça pourrait peut-être vous faire vous sentir moins seul. Moi, ça me ferait peut-être me sentir moins seul aussi, je vous avoue. Il y a plein de réflexions à avoir, même si vous n'êtes pas malade chronique, même si vous n'êtes pas handicapé, sur ce qu'on peut adapter dans les pratiques dites magiques ou dans les pratiques animistes, dans la question du rapport au territoire. Ça peut peut-être vous avoir intéressé, même juste parce que vous n'y avez jamais pensé. Les questions de pour vous, qu'est-ce que c'est que la nature? Comment vous le définissez? Est-ce que vous travaillez avec les écosystèmes animistes ou pas sur votre territoire? Et comment vous faites?
Quels sont les gestes, les actions, les pratiques que vous faites pour être en connexion avec? Est-ce que ça passe par du travail présentiel ou pas? Est-ce que vous passez par d'autres techniques? Tout un tas de choses sur le deuil aussi, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez bien que j'aborde? Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez bien partager sur le deuil? Il y a peut-être des choses que vous aimeriez faire aussi en plus petit comité que sous une vidéo YouTube, et j'aimerais bien que vous me signaliez ça si c'est le cas, parce que j'envisage aussi de mettre des espaces de partage peut-être pas publics pour certains sujets. Qu'est-ce que je voulais vous suggérer d'autre? Enfin, je sais plus. C'était vaste, hein, c'était très vaste. Mais donc voilà, toutes vos remarques sur toutes les questions, tous les thèmes abordés sont les bienvenus. N'hésitez pas aussi à me dire si pour vous, même si voilà, c'est un rythme de parole qui se modifie, c'est des thématiques du coup qui vont et viennent, je peux pas structurer, j'arrive pas à pré-rédiger. Est-ce que vous arrivez quand même à suivre le fil ou pas? Est-ce que vous avez trouvé ça plutôt cohérent dans la suite des idées? Parce que ça peut m'aider peut-être à envisager pour les prochaines. Est-ce que y a des choses qui vous auraient aidé dans la structuration de la vidéo, à contrario, d'avoir déplacé une section, ou je sais pas. Là tout de suite maintenant je pourrais pas envisager, je suis trop fatiguée, mais si vous voyez des choses qui vous auraient mieux parlé, ou faire différemment, ou si comme ça c'était bien, ou si même si vous voyez les défauts vous avez réussi à suivre. Je sais plus. Et puis voilà, comme dit, toutes les questions de toute nature sont les bienvenues. Je vous remercie pour votre écoute. Je serais vraiment ravie si vous pouviez mettre juste en quelques minutes un petit pouce sous la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, même rapide, pour dire que vous êtes passé par là, vous avez écouté. Ou vous êtes passé par là, mais c'est trop long. Il va falloir plusieurs passages pour écouter, vous reviendrez plus tard. Vraiment, ça permet à la vidéo de vivre plus librement, de façon plus vaste, et de toucher peut-être des personnes. Là, il faudra que je vois, par exemple, dans les tags, ce que je mets. Mais j'ai un peu peur aussi, parce que si je mets des tags qui vont toucher des personnes qui sont effectivement touchées par les sujets concernés là, de santé, mais qui sont pas concernées du tout par le polythéisme ou quoi, je me dis que ça va peut-être tomber comme un cheveu sur la soupe, vous voyez, donc c'est vraiment pas évident de faire ces croisements et de savoir comment on va pouvoir toucher le bon public. Donc le mieux, c'est encore de voir avec vous, dans vos commentaires, dans vos profils, ce dont vous avez envie de parler, d'écouter, besoin, etc. Et puis de le répandre aussi autour de vous. Si vous connaissez des personnes que ça intéresserait, qui ne me connaissent pas du tout, de partager cette vidéo à droite à gauche aussi, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Voilà. Donc j'avais dit que je vous remerciais, donc je le remets ici. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour les interactions avec la vidéo l'une ou l'autre. Et puis je vous dis à une prochaine, soit du coup à la fin du mois, enfin avant la fin du mois d'octobre, ou pas, si jamais, selon ma santé, comme d'habitude, si c'est trop compliqué, ou que je mets trop de temps à assembler les morceaux de cette vidéo, à les remettre dans le bon ordre, ou autre chose, parce que l'oracle de la Morrigan, j'espère continuer d'en faire des petits fragments. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.